Bonjour à tous. Alors, il faut mettre ses écouteurs pour assister à cette masterclass. Donc, quelques personnes nous rejoignent et merci en tout cas à vous d'être présents en présentiel et aussi en ligne. Je m'appelle Émilie Sage-Périlleux, je suis responsable du domaine juridique et propriété intellectuelle chez BPI France. J'ai tout au long de ma vie beaucoup travaillé au sein de l'écosystème propriété intellectuelle. Et en début d'année, j'ai assisté au lancement d'une nouvelle association par l'intermédiaire d'une amie, qui est l'association de promotion de la médiation en propriété intellectuelle, PMPI. Et à cette occasion, j'ai fait la connaissance d'Isabelle Romé, qui est à ma droite et notre intervenante sur cette masterclass. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle et merci d'être présente avec nous. Donc pas facile les micros, mais on va s'y faire. Isabelle, tu as donc tu es une ancienne avocate. Pendant 28 ans, tu as accompagné un certain nombre d'entrepreneurs sur des litiges, notamment en matière de brevets d'invention, sur des questions contentieuses, donc des contentieux très spécialisés. Et puis récemment, en 2016, il me semble, tu as décidé d'embrasser un nouveau quotidien, dirons-nous, en t'intéressant notamment aux travaux de Robert Dills. Et tu es devenue donc facilitatrice. Et on aimerait que tu nous expliques finalement ce qu'est la médiation et ce que tu fais au quotidien et ce que tu aimerais qu'il devienne un réflexe aussi chez les entrepreneurs en matière de propriété intellectuelle. Merci Émilie pour cette présentation. Merci à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc effectivement, je suis passée de l'avocature à la posture de médiatrice. Pratique que j'ai découverte en fait quand j'étais encore avocate en accompagnant des clients en médiation et puis j'ai été assez émerveillée. J'ai vu que parfois des procès qui avaient déjà duré des années, qui avaient déjà coûté des sommes très importantes aux clients et qui faisaient vivre aux clients ce que nous appelons l'aléa judiciaire, eh bien, pouvaient trouver des solutions intéressantes pour les deux parties rapidement avec l'aide d'un médiateur. Et ça m'a convaincue de carrément changer de posture, quitter la robe et donc adopter ce nouveau rôle. Et je remercie infiniment BPI France de s'intéresser à la médiation, de m'inviter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme Émilie vous l'a dit, moi j'interviens en tant que représentante de cette association Promotion de la médiation en propriété intellectuelle qui a été créée avec d'autres médiateurs spécialistes en propriété intellectuelle. Et le but de cette association, c'est de faire connaître ce processus qui est encore assez nouveau, qui n'est pas encore totalement rentré dans notre culture, mais qui fait son chemin, et d'aider les organisations et les personnes à savoir y penser au bon moment, à avoir ce réflexe et de recourir à la médiation chaque fois que ça peut permettre de prévenir ou de résoudre des tensions ou des conflits. Tu me disais, Isabelle, d'ailleurs, en voyant quelque part tous les slogans de Big aujourd'hui, que l'un avait retenu ton attention et c'était quelque part oser parler vrai pour sortir par le haut. Et c'est l'essence et c'est l'esprit de la médiation. Et je vois que certains d'entre vous connaissent le processus. Parmi vous, qui est-ce qui a déjà eu l'occasion de vivre une médiation ? Alors, là, pour ceux qui sont en ligne, il y a pas mal de doigts. Au moins un doigt qui s'est levé, ce qui est déjà beaucoup. Et là, aujourd'hui, donc, nous parlons de la médiation appliquée à la propriété intellectuelle. À la propriété intellectuelle, alors, dans tous ses aspects, hein, les brevets, les marques, dessins et modèles, droits d'auteur, logiciels, basonnés, enfin tout. Propriété intellectuelle qui est au cœur, bien sûr, du succès de sociétés innovantes et au cœur du public d'événements comme celui de ce jour. En ayant à l'esprit que n'importe quel produit peut être couvert par différents droits de propriété intellectuelle. Si je prends parmi tous ceux qui sont représentés à l'écran, ne serait-ce que le tube de mascara, il peut y avoir des brevets sur la brosse, sur la composition de la crème mascara, sur le dispositif de fermeture, peut-être un modèle déposé sur la forme du tube, peut-être certainement des marques déposées sur le nom et puis certainement
également du droit d'auteur sur toutes les images qui vont accompagner la campagne publicitaire. Donc c'est dans tous ces aspects-là que des conflits vont pouvoir apparaître. Là, j'ai voulu schématiser sur cette diapositive tous les stades de développement de l'innovation auxquels les conflits ou les tensions, au moins, peuvent apparaître. Ça peut être au stade de la naissance du projet, au stade de la rencontre des futurs associés qui se disent « Allez, on a une idée, on va y aller, on se lance ». Puis bien sûr au stade du développement, puis au stade de l'exploitation. Et à tous ces stades, il s'agit de protéger sa propriété intellectuelle, de la faire respecter, et puis aussi de veiller à ne pas empiéter sur les droits de tiers. Et c'est là qu'à toutes ces étapes, des tensions peuvent apparaître. Alors, comment la médiation peut-elle aider? Et déjà, la médiation, c'est quoi? Donc la médiation, eh bien, c'est défini comme un processus structuré. Ce terme veut bien dire que ce n'est pas une conversation de salon, c'est une méthode de travail, une méthode de communication qui est animée par un tiers neutre, le médiateur, ce qui distingue la médiation d'autres processus basés sur le dialogue comme la négociation. Dans la négociation, il n'y a pas un tiers neutre qui intervient pour les deux parties. Et ce médiateur a pour mission d'aider les personnes à dialoguer de la façon la plus constructive possible et de les aider aussi à trouver, à inventer les solutions les plus créatrices de valeur possibles. Alors, dans quel type de situation la médiation fait sens? Le plus souvent, la médiation de nos jours, et on y recourt en cas de conflit déjà bien cristallisé et même déjà de procédures déjà en cours depuis longtemps. Et les juges judiciaires ont vraiment un rôle d'impulsion de nos jours dans la médiation. Mais en réalité, la médiation est utile bien avant d'en arriver à ce stade. Et très souvent, moi, quand je suis en médiation judiciaire, à un moment, les parties souvent disent « Oh là là, mais si on avait pu se parler plus tôt ». Et je leur dis « Ben oui, effectivement, mais maintenant que la médiation petit à petit rentre dans notre culture, je pense que ça va devenir un réflexe dès l'apparition des tensions, et même avant, quand on en est au stade du projet, pour partir sur de bonnes bases, pour avoir toutes les chances de réussir. Alors, la médiation, c'est... Donc, les grands principes, alors les protagonistes de la médiation, bien sûr, il y a ce tiers neutre, le médiateur, qui va travailler avec les parties, qui sont là avec des visages qui montrent que là, c'est un cas où on est déjà dans une médiation de conflit. Et bien sûr, les parties vont pouvoir être accompagnées de leurs conseils, que ce soit des conseils en propriété intellectuelle ou bien des avocats ou autres. Donc le médiateur ne remplace pas l'avocat ou le conseil qui accompagne déjà l'entreprise. Le médiateur ne remplace pas l'avocat. Le médiateur est là pour aider les personnes à dialoguer, à construire des solutions, et les conseils sont très utiles dans toutes les situations où on en est déjà à un stade de conflit un peu caractérisé. Et le rôle du médiateur va donc être de favoriser la communication entre les personnes grâce à ces différents moyens de communication. Alors, déroulé type à ajuster au cas par cas. Très souvent, les médiateurs vont commencer par une rencontre avec chaque partie séparément. On appelle ça un caucus. Et ce caucus va permettre de discuter avec les parties de la façon dont elles veulent travailler dans le cadre de la médiation. Est-ce qu'elles veulent une grande réunion d'une journée pour savoir à la fin de la journée si elles ont trouvé leur solution, ou est-ce qu'elles se projettent dans un processus avec plusieurs réunions de quelques heures, une fois par mois, pendant par exemple 3 mois. Et donc, après ce caucus, eh bien, le plus souvent, il y a une première réunion plénière où toutes les parties se rencontrent. Et très souvent, donc, on a une alternance de réunions plénières et de caucus jusqu'à donc, une solution heureux. Amiable. Le travail peut se faire, bien sûr, en présentiel, mais aussi en visioconférence quand les personnes sont éloignées. Les 3 principes de la médiation. Le premier, c'est la confidentialité de tout ce qui est dit, de tout ce qui est écrit, de tout ce qui se fait dans une médiation. C'est un principe qui est dans la loi. Il est fondamental, car si je n'ai pas l'assurance que ce que je dis
l'autre partie ne peut pas être utilisée contre moi dans le cadre du procès ou dans un autre cadre, je ne peux pas parler librement et en confiance. Donc c'est le principe numéro 1. Principe numéro 2, c'est la posture du médiateur, de cette posture de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médiateur n'est pas là en tant que juge ou pseudo-juge, il n'est pas là pour savoir qui a tort, qui a raison. Il n'est pas là non plus en tant que conciliateur pour dire « je vous ai entendu, moi j'ai une solution dont je pense qu'elle est très bonne pour vous ». Il est là pour aider les personnes à dialoguer, à s'écouter, à mieux se comprendre et à chercher des solutions. Troisième principe, la liberté des parties. Ça, c'est un principe fondamental et que je dirais que j'adore, parce que ça veut dire que la médiation démarre si chaque partie est d'accord, que chaque partie à tout moment peut dire stop, je vois que ça ne va pas marcher, ce n'est pas la peine de poursuivre. Et ça veut aussi dire que les personnes peuvent mettre dans le périmètre de la discussion tout ce qu'elles veulent mettre. Donc elles peuvent parler bien sûr de leur conflit, s'il en est un, mais aussi d'autres sujets. Et c'est ainsi qu'une médiation peut permettre de passer d'un conflit à un projet business. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Donc ça, ce sont les principes de la médiation. Et je dirais que ce qui caractérise encore plus la médiation, c'est la façon de réfléchir en médiation qui est illustrée ici par un modèle appelé la roue de Futak, du nom du créateur, un médiateur américain. L'idée, c'est de partir de la case qui se situe en bas à gauche, le quoi. Bien sûr, que s'est-il passé? Quelles sont les données de fait? Quelles sont les positions des uns des autres? Les difficultés? Ce qui va permettre de clarifier les points sur lesquels les parties sont d'accord et les points sur lesquels elles sont en désaccord. Et rien que déjà pouvoir dire, quand les personnes commencent à voir qu'elles ne sont pas d'accord, dire « Ok, donc là-dessus vous n'êtes pas d'accord, mais écoutez, on est en train de travailler sur l'accord, sur le désaccord. Déjà, on respire, on a le droit de ne pas être d'accord, mais il s'agit de savoir sur quoi. » Une fois que cette étape du quoi est à peu près faite, bon, il s'agit d'aller étudier ce qu'il y a dans la face cachée de l'iceberg. Quels sont les enjeux pour chacun? Qu'est-ce qui est important pour chacun? Quels sont les intérêts en fait, des uns et des autres? Et que se passe-t-il s'il n'y a pas d'accord? Ça, c'est le travail sur ce qu'on appelle la BATNA, la Best Alternative to Negotiated Agreement. On a un acronyme français quand même, fort heureusement, la MESOR, la meilleure solution de rechange. Ce travail se fait aussi beaucoup en caucus. Et puis, bien sûr, l'autre aspect de la médiation, c'est brainstormer pour chercher des solutions créatives, pour, bien sûr, au final, arriver soit à construire un accord, ou parfois, quand c'est une situation qui est simplement, en fait, plus relationnelle, des tensions entre les personnes, ça peut être simplement de clarifier la relation. Donc là, c'est vrai, ce sont tous les principes. Il me vient une question, Isabelle, mais est-ce que dans ton expérience, et on en reparlera d'ailleurs un peu plus tard, mais on a une situation où une médiation a pu même aboutir à une forme de rapprochement, voire même de partenariat entre deux parties? C'est les plus belles médiations, c'est mes préférées. Et là, c'est vraiment c'est authentique. Hein. Enfin, tout ce que je dis, je respecte le slogan du jour, dire vrai. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu des médiations et pourtant, on partait de très, très loin, des procès qui avaient déjà duré depuis des années et où, en fait, une fois que les parties ont pu faire ce travail de clarification, de vider leur sac aussi, mais en se respectant, hein, avec certaines règles de communication, parler au jeu, savoir écouter l'autre, eh bien, en fait, ils réfléchissent à leurs intérêts. Qu'est-ce qui est important pour moi? Moi, c'est que mon investisseur reste avec moi. Moi, c'est que mes chercheurs continuent à pouvoir travailler et d'avoir donc des fonds. Enfin, quand on commence à réfléchir comme ça, après, quelle est la solution qui permettrait de cocher toutes ces cases? Et là, voilà, on trouve des solutions qui sont purement business et qui sont des projets. Alors, d'autres exemples, le plus concret possible. Et en fait, l'idée, c'est que en propriété intellectuelle, la médiation va pouvoir être utile aux entreprises du stade de leur naissance jusqu'au stade de leur transmission. Pourquoi? Déjà, au stade de la création. Au stade de la création, quand des personnes se rapprochent et se disent on a envie de s'associer, on a envie de faire quelque chose ensemble.
Donc là, bon, c'est vrai que là, j'ai comment dire, transformé des faits réels en une petite histoire inventée. Pour respecter le principe de confidentialité. Voilà. Donc voilà, Rémi et Juliette qui s'associent et créent une start-up pour développer une batterie de voiture permettant d'augmenter l'autonomie du véhicule. Eh bien, la vie des associés, c'est pas rien en fait, dans les grands projets, les projets de start-up. C'est les frictions, les désaccords, les déceptions, les frustrations, tout ça, ça peut user. Ça peut aboutir à un certain nombre de grandes déconvenues. Enfin, on voit des sociétés qui échouent rien que parce qu'en fait, les associés ne réussissent pas à travailler ensemble. C'est un problème à la base qui est humain. Et c'est là où les médiations de projet au tout début du projet peuvent être extrêmement utiles parce qu'au lieu de partir directement sur le dur, la construction juridique, etc., ça peut permettre aux personnes de prendre un temps pour vraiment, grâce aux questions que le médiateur va leur poser, de vraiment partager ce qui est leur vision, ce qui est leur passion, qu'est-ce qui les anime, c'est quoi le rêve derrière le projet, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les ambitions, et puis c'est quoi les peurs aussi. Parce que quand on se lance, on a aussi ses craintes, et de pouvoir se les dire, c'est important parce que ça permet aussi d'imaginer les solutions auxquelles on pourra recourir. Et donc une médiation de projet au tout début, c'est très rare en fait actuellement en France, parce que la médiation se développe au stade des conflits pour l'instant. Mais au niveau des projets, ça peut être extrêmement aidant et permettre de partir sur de bonnes bases. Une fois qu'on a créé sa société, c'est le début de l'aventure. Pour une société innovante, il peut y avoir un épisode sous la forme d'une collaboration avec une autre société ou avec un centre de recherche. Et un des conflits les plus fréquents, c'est qui a le droit de déposer les brevets sur les résultats des travaux. Donc c'est un genre de conflit qui peut conduire à des procès très longs ou au moins à des brouilles très sévères où les parties ne peuvent plus coopérer. Et avec une médiation, ça peut être l'occasion de trouver une autre issue, déjà aider les personnes à se parler, à se comprendre, à bien comprendre ce qui est important et puis chercher des solutions puisque la médiation, c'est pragmatique, c'est vraiment orienté solution. Ça, c'est un cas que tu as dû rencontrer assez souvent, non? Oui. Alors, les contrats de collaboration, c'est vraiment un sujet où c'est connu, c'est le problème typique. Autre situation qui est assez typique, c'est la désignation d'inventeurs. Le nombre en fait, d'équipes de recherche où le jour où on a une belle invention et un beau brevet, eh bien, il y a une discorde entre les membres de l'équipe de recherche pour savoir qui doit être désigné comme inventeur sur la demande de brevet. Eh bien, ça, c'est aussi une situation très courante avec le risque, quand ce problème est traité d'une façon qui n'est pas idéale, eh bien, qui est en fait vraiment soit des procès, bien sûr, mais aussi une perte de motivation dans l'équipe, une dégradation en fait, de la qualité de travail. Bien là, typiquement, un médiateur peut être une très, très bonne solution pour que les personnes puissent s'expliquer et puis chercher aussi des solutions. Est-ce qu'en fait, c'est au niveau de la façon de tracer les travaux qu'il faut faire aussi évoluer les choses? Est-ce que c'est sur la compréhension de qu'est-ce que c'est être inventeur? Enfin, toutes les hypothèses sont bonnes. Donc, la médiation peut être extrêmement utile. Autre situation, c'est par exemple la création d'un consortium où on a donc plusieurs parties qui, chacune de son côté, a ses intérêts, ses craintes et pas forcément beaucoup de facilité pour communiquer et mettre tout ça à plat. Là aussi, une médiation, donc là on parle de médiation de projet, il n'y a pas de conflit, peut être extrêmement utile, faire gagner du temps, parce que souvent c'est des processus qui sont très longs. Et gagner du temps, on sait bien que ça a un impact direct sur la finance et qu'un investisseur peut aussi être très, très intéressé à ce que les personnes puissent conclure rapidement.
y compris pour financer un projet collaboratif. On le sait bien, chez BPI France, il faut absolument que l'accord de consortium soit signé dans les 5 mois d'un contrat d'aide. Donc effectivement, on a tout intérêt à ce que le consortium s'entende et soit d'accord sur les accords assez rapidement. Et puis, l'autre cas typique, c'est les litiges en contrefaçon. Alors, c'est vrai que j'ai voulu mentionner les problèmes de marque parce que c'est vrai que les sociétés innovantes, parfois, se concentrent sur l'aspect technologique. Et c'est vrai qu'il est très important, mais il ne faut pas oublier les autres sujets possibles, comme par exemple le fait d'utiliser une marque un nom qui en fait serait considéré comme une contrefaçon par une autre société. Et là, typiquement, si une médiation a lieu au démarrage de ce conflit, ça peut éviter un procès long avec des conséquences qui peuvent être graves pour l'entreprise. Ça permet d'envisager de multiples solutions. Parfois, ce sera changer de nom rapidement. Parfois, ce sera, pourquoi pas, une coopération. Tout est envisageable à partir du moment où on dialogue avec la volonté de trouver des solutions. Contrat de licence, là aussi, c'est un nid à conflit. Parfois, c'est à propos du calcul des redevances et avec des risques de résiliation du contrat qui peuvent être très, très dommageables pour l'entreprise licenciée. Donc là, à nouveau, avec un médiateur, l'idée, c'est de dialoguer, parfois de voir que le contrat, simplement, il est mal écrit et qu'il faut l'améliorer, ce contrat, au lieu de se faire un procès qui dure des années. Et là, bien sûr, les avocats ou les conseillers en propriété industrielle, selon le type l'état d'avancement du conflit, seront très utiles. Puisque le médiateur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'écrit pas les accords. Ce n'est pas son rôle. Donc là, j'imagine effectivement qu'il y a un partenariat aussi avec les conseils des deux parties qui peut s'opérer, puisque oui, si typiquement un contrat est mal écrit, c'est peut-être l'occasion aussi de renvoyer vers un avocat ou vers un conseiller en propriété industrielle. Oui, et l'idée, c'est qu'en fait, le travail en médiation, c'est un travail d'équipe. Tout le monde est là pour coopérer, pour essayer de construire une solution, avec bien sûr les parties qui sont les experts de leur sujet, qui sont vraiment à l'honneur, qui ont la parole en numéro 1. Mais les avocats ou conseillers en propriété industrielle qui sont là à leur côté pour les aider à identifier leurs intérêts, pour les aider à bien clarifier ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord, la fameuse BATNA. Est-ce que le dossier serait bon en cas de procès? Si le procès est déjà lancé, quelles sont les issues possibles? Est-ce qu'il y a des points de faiblesse? Est-ce que finalement il y a un risque d'annulation du titre? Et là, finalement, le titulaire du droit a intérêt quand même à ne pas prendre ce risque-là et à trouver une solution. Et puis après, au stade de la construction d'une solution, ça va passer aussi par la plume de l'avocat. Et donc, c'est coopérer tous ensemble. Et on cherche à en sortir par le haut, encore une fois. Et on cherche à en sortir par le haut. Je vais prendre ce slogan BPI pour la médiation. Et en cas de transmission de l'entreprise, bien sûr, c'est aussi un sujet où la médiation de projet peut être extrêmement utile. Je regarde le temps qui passe. Alors, peut-être à ce stade, question concrète, comment on démarre? Je pense qu'en tout cas, ça peut intéresser notre public, tout savoir, le QQO, QCP de la médiation, qui, quand, combien, comment, quand, tout ce que vous pouvez nous dire. Alors, quand on est en procès en ce moment, ce qui se passe souvent, c'est que c'est à l'initiative du juge que les parties s'interrogent sur l'intérêt d'une médiation pour elles. Et c'est cette approche-là actuelle des magistrats qui, en fait, ça s'inscrit dans une politique publique en faveur de l'amiable. Il y avait tout à l'heure au Bang, il y avait Éric Dupond-Moretti qui, lorsqu'il était ministre de la Justice, a beaucoup œuvré pour le développement de cette politique de l'amiable. Donc, dans le cadre d'un procès, c'est souvent le juge qui va dire aux avocats est-ce que vous avez réfléchi avec votre client à l'intérêt d'une médiation? Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'attendre d'en être là. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un procès où un juge vous dit est-ce que vous avez réfléchi à une médiation? En fait, on peut y penser, mais
avant même d'être dans une situation cristallisée et ayant donc déjà nécessité de faire appel à un juriste, parce qu'il y a des tas de graves conflits qui en fait ont commencé par des tensions et des tensions d'ordre relationnel, des problèmes de communication. Et c'est vrai que quand on en est à ce stade-là, on peut penser tout de suite à un médiateur. Et comme vous l'avez compris à travers les exemples que j'ai cités, on peut même idéalement se dire qu'on a intérêt à avoir ce travail de dialogue au stade même de la naissance du projet, avant même les tensions, pour dire on part sur de bonnes bases, on sait, on est vraiment aligné, et on prend le temps de travailler cet alignement et peut-être de s'écrire une petite charte ou un petit Memorandum of Understanding pour le jour où on a des frictions, se rappeler, voilà, nous, nos valeurs, voilà, c'est ça nos valeurs. Pourquoi on a créé cette entreprise? C'est pour atteindre cet objectif-là, réaliser apporter cette différence au monde. C'est ça qui nous unit. Donc là, c'est la médiation de projet. Donc tout ça pour dire que c'est à tous les stades, comme je l'ai suffisamment expliqué déjà tout à l'heure. Mais alors, à qui s'adresser? Alors, trouver un médiateur, je dirais que c'est vraiment pas le plus difficile. Des médiateurs, y compris spécialisés en propriété intellectuelle, il y en a. Soit, alors le bouche à oreille est certainement une très bonne façon aussi de les connaître, mais il y a des centres de... Alors, il y a PMPI, bien sûr, l'association dont je vous ai parlé, qui peut... si vous vous intéressez à la médiation, qui peut vous fournir des informations. Il y a des centres de médiation, le centre de médiation de l'OMPI, des centres, il va y avoir bientôt le centre de médiation de la juridiction unifiée du brevet, il y a des centres français, donc de nombreux centres de médiation. Les avocats connaissent beaucoup de médiateurs, les conseillers en propriété industrielle connaissent des médiateurs, donc en fait pour trouver son médiateur c'est simple. Une fois qu'on a trouvé son médiateur, je dirais que après le processus se met en route de façon assez naturelle puisque c'est le médiateur qui va organiser le cadre de la médiation. C'est un processus donc, dont la durée peut être, est généralement brève, ça se compte soit en semaines, soit en mois. Semaine, c'est quand même un peu pour des sujets qui sont quand même encore assez simples. Sinon, c'est plus souvent quelques mois. Puis, il faut quand même tenir compte de ce que les avocats vont rédiger un accord. Quand on est dans un stade conflit, déjà une procédure, par exemple, ce sera un accord écrit qui demandera du travail. Le budget est bien sûr sans commune mesure avec celui d'une procédure. Souvent, c'est quelques milliers d'euros, en fait. Le taux de réussite, alors qu'est-ce que ça veut dire réussir une médiation? Ça, c'est un vrai sujet. Mais le taux d'accord, d'après les statistiques de plusieurs centres de médiation, ou les miens également, c'est de l'ordre de 60 à 70%. Puis il y a des situations où les personnes ne vont pas trouver leur accord, il faut être honnête. Mais même dans ces cas-là, le plus souvent, les personnes disent « Oui, je suis content d'avoir fait ce travail, j'ai pu échanger avec l'autre partie. » Je comprends mieux comment il voit les choses, comment elle voit les choses. C'est l'accord sur le désaccord. Voilà. Maintenant, même dans les cas où il faut aller jusqu'au bout du procès, c'est plus la même chose. Et bien sûr, comme cela a été souligné, il ne s'agit pas. Le rôle de la médiation, ce n'est pas de remplacer les avocats ou les conseils en propriété industrielle. Nous sommes faits pour travailler tous ensemble. Et aujourd'hui, finalement, alors si on prend par exemple la propriété intellectuelle, on sait qu'il y a un gros millier de conseils en propriété industrielle. Les médiateurs, c'est quoi? C'est 50, 100, 1000? Je pense que les médiateurs spécialisés en propriété intellectuelle, qui font beaucoup de propriété intellectuelle, ce sera entre 50 et 100, peut-être une centaine. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui se forment à la médiation, que ce soit des avocats, des conseillers en propriété industrielle, des industriels, que certains d'entre eux, d'ailleurs, ne vont pas forcément utiliser cette compétence pour intervenir en tant que médiateur, mais ils vont l'utiliser pour vivre des médiations, soit en tant que conseil qui accompagne son client, soit en tant qu'entreprise, pour vivre la médiation en tant que partie. Donc, énormément de personnes se forment. Il y a de très nombreuses formations qui existent, très nombreuses conférences, à la preuve aujourd'hui.
Et ce sont des formations, pas à proprement parler des certifications, ou en tout cas l'accès à la profession et son exercice ne sont pas réglementés aujourd'hui. Donc Alors, finalement, c'est une profession qui reste suffisamment ouverte, mais qui néanmoins, malgré tout, par les compétences qu'elle demande, j'imagine, fait que n'importe qui ne devient pas médiateur. Alors, c'est vrai que le titre, à ce jour, n'est pas réglementé. Donc, c'est vrai que quand vous choisissez un médiateur, l'une des questions, c'est quand même d'être sûr que c'est quelqu'un qui s'est effectivement formé. Les formations, il y en a des très longues, des moyennement longues, des courtes, des formations certifiantes ou pas. Et puis, il y a aussi, pour tout médiateur qui exerce de façon un peu significative, il y a des inscriptions, soit auprès des cours d'appel, la cour d'appel de Paris, la cour d'appel, une autre cour d'appel, ou des inscriptions auprès de centres de médiation. Enfin, il y a un certain nombre les personnes qui interviennent en tant que médiateurs de façon un peu régulière se sont forcément fait répertorier dans un centre ou dans un autre. Et un bon médiateur, on se redonne son nom, j'imagine, dans la profession. Oui, oui, oui. Et à l'étranger, finalement, puisque j'imagine en tout cas que les systèmes de médiation ne sont pas à proprement parler nationaux. Donc, Oui, alors ça c'est très intéressant de voir que le développement de la médiation, ce n'est pas qu'en France. Certes, en France, on vit vraiment un changement de paradigme qui est confirmé, qui est consacré par un décret du 18 juillet 2025. Mais à l'étranger aussi, la médiation se développe de façon très significative dans les pays européens. Aux États-Unis, alors ça fait longtemps, hein, il y a 30 ans, ils étaient déjà en fait très très adeptes de la médiation. C'est même là-bas que j'en ai entendu parler pour la toute première fois. En Chine aussi, la médiation se développe. Enfin, donc on va dire c'est un mouvement général avec des styles de médiation qui sont un peu différents selon les pays. La médiation à l'anglo-saxonne se caractérise par un travail de médiateur un petit peu différent, où le médiateur travaille essentiellement en mode navette, il va de l'un à l'autre, principalement. Alors qu'en France, on pense qu'il est très important que les parties puissent se rencontrer, se parler, certes en présence du médiateur, avec l'aide du questionnement du médiateur, les reformulations du médiateur. Et dans chaque pays, donc, il y a un style qui peut être un petit peu différent. En Angleterre, on a même récemment eu des décisions de justice qui carrément ordonnaient la médiation. Et là, on ne fait pas ça en France. En France, on part du principe que la médiation doit toujours être libre. Le juge ne va pas au-delà de l'injonction de rencontrer un médiateur pour une réunion gratuite d'information, au terme de laquelle les parties vont pouvoir dire si oui ou non elles sont d'accord pour une médiation, mais elles restent entièrement libres. Ouais, intéressant. Alors, je ne sais pas si lors de tes expériences, tu as eu à connaître aussi d'un litige ou d'un contentieux éventuellement même transnational où on pouvait avoir un conflit ouvert entre des entreprises étrangères, par exemple, ou autre. Comment ça se passe à ce moment-là ? Oui. En fait, la médiation, j'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs le point il n'y a pas longtemps. J'ai plus de 50% de mes médiations qui, en fait, font intervenir au moins une société étrangère. Alors, comment ça se passe ? Mais en fait, il y a une discussion sur aussi le processus qui va être utilisé. Par exemple, là, je repense à une médiation qui était entre une société française, une société néerlandaise, une société américaine. Et dans les fameux caucus du démarrage où on discute de la façon dont on va travailler, la question s'est posée de savoir est-ce qu'ils voulaient travailler un peu plus à l'américaine ou est-ce que tout le monde était d'accord pour travailler un petit peu à la française. Et le processus a été construit sur mesure. Et à mon grand bonheur, j'ai entendu des Américains dire que notre système qui permet aux personnes de se parler elles-mêmes directement, bien ça c'était bien parce qu'aux États-Unis, parfois les parties ne voyaient que le médiateur et que parfois c'était un peu dommage, un peu frustrant pour les parties elles-mêmes. Pas de caucus aux États-Unis alors ? Que des caucus. Que des caucus, oui. Alors, pardon. Il ne faut pas généraliser à 100%, mais disons que dans la méthode anglo-saxonne, c'est essentiellement des caucus et peu de travail en plénière. Très bien. Ça veut dire qu'on a un modèle qu'on peut exporter. Oui. Je crois qu'on peut dire que la France est, dans le domaine de la médiation, en avance
c'est quand même pas tous les jours qu'on va faire cocorico. Mais grâce à une politique de développement qui s'est, on va dire, qui fait ses effets depuis environ 5 ans et qui, en fait, d'année en année, progresse. Peut-être des questions? Tu avais terminé ta présentation? Si tu as des questions, oui. Moi, j'ai posé déjà pas mal de questions. Donc, éventuellement, si quelqu'un a une question dans le public, oui, je monte. Bonjour. Comment s'inscrit le temps de la médiation dans le temps du procès? Je vais traduire, puisque les questions... Alors, la question était comment s'inscrit le temps de la médiation dans le temps du procès? Alors, dans le cadre d'une médiation judiciaire, la pratique en fait est que effectivement, quand la médiation démarre, les parties en fait font la pause de l'échange de conclusions. Mais ceci n'est pas une obligation. Imaginons un cas où il y aurait des parties qui disent nous, on ne veut pas prendre le risque d'avoir rallongé notre procès. Les parties pourraient dire, écoutez, nous, on va faire une médiation, on va travailler en médiation, mais on veut continuer notre échange de conclusions. C'est rare, hein, parce qu'en général, tout le monde dit, bon, allez, on ne va pas faire tout en même temps. Là, on va essayer de construire une solution, on fait la trêve. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fatalité. Merci pour la question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Non? Et toi? Est-ce que moi j'ai une question? J'en ai déjà posé pas mal. Non, écoute, je me renseignerai auprès de la com pour savoir si on peut reprendre le slogan de sortir par le haut avec la médiation. En tout cas, merci beaucoup Isabelle d'être intervenue sur ce sujet. Je pense qu'on a tous bien compris à quel point effectivement avoir ce réflexe peut permettre de décristalliser un futur contentieux. J'ai encore du mal à cerner à quel moment justement on peut prévenir et anticiper par la médiation. Néanmoins, je suis sûre que ça va planter un tas de petites graines et qu'effectivement on aura davantage l'idée d'orienter vers le sujet de la médiation. Et petit à petit, c'est une culture en fait qui est à développer. Ce matin, certains ont peut-être entendu la conférence de M. Combalbert sur la négociation. Donc lui, il a parlé de la négociation. Sa conclusion, c'était que la négociation était destinée à prendre de plus en plus de place dans l'univers de plus en plus complexe dans lequel nous vivons, avec énormément d'incertitudes et le besoin de sécuriser aussi et de trouver des solutions. Alors on peut même se demander finalement quand est-ce qu'on prend un négociateur, quand est-ce qu'on prend un médiateur. Ça, c'est vrai que c'est le genre de sujet qu'on peut se demander. Ou quand est-ce que je négocie moi-même et quand est-ce que je sollicite un médiateur. Tout ça, c'est des sujets bien sûr au cas par cas. Je pense que très souvent, les personnes se disent mais si je prends un médiateur, ça veut dire que je ne sais pas négocier moi-même, alors que je saurais faire. En réalité, le médiateur, il est là pour faciliter aussi des négociations. Par contre, à la différence du négociateur professionnel tel que M. Combalbert l'a décrit ce matin, le médiateur, lui, il est neutre. Il est celui qui va aider chaque partie à parler. Alors que M. Combalbert, lui, il va être rémunéré par une partie en tant que négociateur pour cette partie. Donc, ce n'est pas la même posture. Mais en tout cas, négociation, médiation, ce sont en fait des approches où nous avons tous intérêt à intégrer ça de plus en plus dans notre culture. Très bien. Merci beaucoup encore une fois Isabelle et merci à vous d'avoir assisté à cette conférence, à cette masterclass sur la médiation en propriété intellectuelle. Bonne journée. Merci Émilie et merci à BPI France. Merci Isabelle.